Intervention de l'État. L'État influe aussi sur le travail et la production des artistes en intervenant directement dans leurs activités. Cette intervention peut prendre des formes diverses, le soutien officiel, la censure ou la répression. Là, l'État défend ses propres intérêts. Il prend des mesures destinées à servir les causes et favoriser les activités que ses représentants jugent primordiales ou importantes pour leur salut et le bien public. Certes, ces actions, comme toutes les actions gouvernementales, sont légitimées par une mise en avant de l'intérêt général. Mais contrairement aux actions précédemment évoquées, elles ne sont pas engagées au nom de quelques citoyens qui en appelleraient à l'autorité de l'État pour faire respecter les règles du jeu dans son intérêt personnel. L'État agit ainsi parce qu'il a lui aussi des intérêts à défendre, lesquels, en l'occurrence, se situent du côté de la sauvegarde de l'ordre public, les arts étant censés contribuer à le renforcer ou à le renverser, du rayonnement de la culture nationale, considérée comme un bien en soi et un ciment de l'unité nationale, notre patrimoine et du prestige international du pays. L'État poursuit ses intérêts en accordant ou en refusant aux artistes les sortes d'aides sur lesquelles il a la haute main, dès lors que les artistes peuvent se procurer l'essentiel du matériel nécessaire s'ils ont assez de ressources financières. L'État influera sur leur travail en débloquant des crédits pour certains types d'œuvres et pas pour d'autres. Il peut aussi agir sur d'autres besoins des artistes. Si l'accès aux circuits de distribution dépend du secteur privé, marchands, éditeurs, responsables des médias, etc., l'État peut encore orienter les choix en interdisant de diffuser certaines œuvres, certains genres d'œuvres ou la production de certains artistes. Il peut refuser à des artistes l'accès aux moyens de production artistique, ce qui constitue une forme de pression particulièrement efficace dans les disciplines où les investissements sont trop lourds pour être supportés par une personne seule, par exemple le cinéma. Et puis un artiste ne peut produire que s'il est en vie et libre de ses mouvements. La forme de coercition extrême consiste pour l'État à ôter la liberté ou la vie. Nul artiste, même apolitique, ne peut poursuivre son œuvre si l'État ne s'abstient pas d'user de ses moyens de répression. Nul ne méconnaît la faculté qu'a l'État de l'aider, de réduire au silence, et son travail en témoigne qu'il demeure sagement dans les limites autorisées ou prenne des risques délibérés. Le soutien officiel. Un gouvernement peut considérer que tous les arts, ou certains d'entre eux, constituent une dimension essentielle de l'identité et de la réputation de la nation, comme l'opéra pour l'Italie, et les subventionner au même titre que tout autre élément important de la culture nationale, qui est impuissant à survivre sans soutien. Il peut estimer que les arts sont une composante dynamique de la vie nationale qui favorise l'ordre social, mobilise la population sur des objectifs d'intérêt national et détourne les gens de certaines activités antisociales. De toute évidence, nombre de gouvernements reprennent à leur compte le second terme de la devise du pain et des jeux. Le soutien officiel vise notamment à conserver dans les musées les réalisations du passé proche ou lointain, et l'on voit aujourd'hui les jeunes nations exiger des anciennes puissances coloniales la restitution des œuvres d'art qu'elles veulent réintégrer dans leur patrimoine culturel. Très souvent aussi, le soutien public va à des artistes en activité, à des établissements d'enseignement artistique, à des troupes de spectacle, à des lieux d'exposition et des publications sous forme de participation aux frais, de bourses, subventions et autres subsides qui permettent aux artistes de consacrer plus de temps à leur travail créateur. Jeanne Fuchsker a analysé le phénomène des orphéons, ces sociétés populaires de chant choral que le Second Empire encourageait afin d'améliorer la condition des ouvriers et de les pacifier. Le prolétariat était une classe de réprouvés sans mœurs, la classe dangereuse. Les cabarets fréquentés par les ouvriers étaient qualifiés de foyers de débauche et d'agitation politique clandestine. Il fallait proposer à la place des divertissements honnêtes et sans danger, tels que l'Orphéon. Comme le souvenir des récents soulèvements ouvriers était encore tout frais dans leur mémoire, les milieux conservateurs et gouvernementaux, rendus extrêmement méfiants, souhaitaient par-dessus tout un art harmonieux. L'Orphéon incarnait leurs idéaux les plus chers. L'Orphéon représentait un moyen de cultiver les ouvriers, de leur inculquer le bon goût, de les calmer et de les adoucir, de les aider à former leur jugement, bref, de polisser les mœurs. L'Orphéon se vit prodiguer des soutiens tant matériels qu'idéologiques. Fuchser. Lorsque le gouvernement estime que des activités artistiques servent les intérêts nationaux, il apporte un soutien financier qui aurait pu provenir d'autres sources ou qui serait introuvable ailleurs. Il peut allouer des aides directes que les artistes ou les organismes emploient comme ils l'entendent.
offrir un accès à des espaces d'exposition ou de spectacle appartenant à la collectivité publique, fournir des équipements ou verser des salaires à certaines catégories de personnel. Quelle que soit la forme de ce soutien, l'administration se réserve toujours la possibilité de revoir le montant des crédits alloués, leur destination et la liste des bénéficiaires. Elle tient compte aussi bien du travail effectivement réalisé par les artistes que des réactions suscitées par ce travail, ou plus exactement, des réactions que ce travail suscite parmi la clientèle électorale, des gouvernants. Dans les démocraties parlementaires, les élus craignent que leurs adversaires n'aillent affirmer aux électeurs que l'argent du contribuable sert à financer des œuvres ineptes, obscènes, hermétiques ou subversives. À intervalles réguliers, des membres du Congrès américain s'insurgent au nom de leurs électeurs contre des œuvres que le ministère des Affaires étrangères sélectionne pour des expositions à l'étranger, contre des ouvrages introduits dans les bibliothèques publiques ou contre des projets subventionnés par les instances fédérales. Les administrations culturelles sont souvent accusées d'apporter un soutien à des œuvres obscènes ou antipatriotiques. Là où le pouvoir appartient à une petite oligarchie qui n'a pas de compte à rendre aux citoyens, comme dans les dictatures militaires ou les régimes à parti unique, ceux qui attribuent les aides aux artistes ne sont influencés que par le petit groupe dirigeant. Ils peuvent agir à leur guise tant que les dirigeants approuvent, ou du moins ne manifestent pas de désaccord. Du temps de la dictature militaire, les intellectuels brésiliens expliquaient comment l'Embrafilm, l'office cinématographique gouvernemental, finançait les projets qui s'accordaient le mieux avec la politique de la junte au pouvoir, notamment les mélodrames historiques qui exaltaient les grands moments de l'histoire brésilienne et devaient rassembler l'opinion autour d'un grand dessein national. Les cliques dirigeantes évaluent l'incidence des arts sur leur propre visée et chargent les fonctionnaires d'attribuer les aides en conséquence. Quand le pouvoir est aux mains d'un tout petit groupe, les humeurs de certaines personnes bien placées peuvent peser d'un poids démesuré sur les décisions. Si par exemple un film paraît indécent à une femme de général, l'équipe qui l'a tourné aura des difficultés à trouver des financements pour d'autres films. Outre leur clientèle politique, les fonctionnaires de l'art ont une clientèle au sein même des mondes de l'art dont ils s'occupent. Sous un régime dictatorial, cette dernière n'a aucune influence, mais dans d'autres circonstances, elle représente une source de pouvoir autonome. Les personnalités qui s'intéressent de près à l'art usent de leur influence pour obtenir le maintien ou l'accroissement de l'aide gouvernementale. Les artistes, leurs amis et leurs familles représentent autant de suffrages susceptibles de se porter sur les hommes politiques qui soutiennent leur cause. Certains parlementaires se spécialisent dans la législation relative aux arts. Ils utilisent tous les moyens d'action dont ils disposent pour mettre en avant les causes qu'ils défendent et obtenir en retour un appui financier ou autre de leur clientèle artistique. Quand l'État manifeste la volonté de soutenir les arts, les plus hauts responsables tiennent à faire savoir aux artistes et à leur public que ce soutien est effectif. Les fonctionnaires placés sous leur autorité doivent donc choyer ces franges de l'électorat. Ainsi, les gens qui accordent des bourses aux photographes passent beaucoup de temps à expliquer leurs choix et les principes de leur politique d'aide au monde de la photographie d'art. L'importance du soutien public est fonction de la part qu'il représente dans l'ensemble des ressources dont peut disposer la production artistique. Si les activités artistiques s'insèrent dans un marché régi par les lois de l'offre et de la demande, les artistes peuvent toujours chercher et parfois trouver un soutien financier en essayant de s'y créer un débouché. À supposer que le gouvernement refuse de subventionner la publication de mon livre, un éditeur voudra peut-être miser sur cet ouvrage, ou alors je pourrais peut-être avancer l'argent moi-même, et les éditions à compte d'auteur ont encore de beaux jours devant elles. Par contre, si le secteur de l'édition est contrôlé par l'État, il ne me reste aucune porte de sortie. La politique d'aide gouvernementale revient de fait à l'exercice d'une censure. Mais il est rare que le soutien officiel soit la seule solution envisageable. Même quand la plupart des théâtres sont subventionnés par l'État, certains groupes peuvent utiliser leurs ressources propres pour financer tout un ensemble d'activités, sans se limiter à ce que l'État est disposé à commanditer. Des groupes d'étudiants polonais ont permis ainsi l'existence de tout un théâtre parallèle, de niveau professionnel, qui montait des pièces exclues des salles officielles. Goldfarb. En Union soviétique, les manuscrits interdits de publication circulent sous forme de samizdat, dactylographiés clandestinement. Il est plus facile de trouver des solutions pour les disciplines artistiques qui n'exigent pas de gros moyens, et l'on sait que la littérature coûte moins cher que le théâtre. Quand l'aide publique représente l'essentiel du financement des arts, les artistes sont obligés de tenir compte des options gouvernementales.
S'il existe d'autres possibilités de financement, mécénat, marché de l'art, etc., les artistes obtiendront ce qu'ils peuvent de l'État pour ce qu'il est disposé à soutenir et s'adresseront d'ailleurs ailleurs pour le reste. Comme tout soutien accordé peut être retiré, les organismes publics influent sur le travail des artistes en refusant des aides aux œuvres jugées inconvenantes, sans intérêt ou inopportunes. Ils ne peuvent empêcher le travail de création dès lors qu'il existe d'autres modes de financement. Mais si le soutien officiel reste la solution la plus facile, les pesanteurs du système incitent les artistes à s'orienter vers les projets qui demeureront dans les limites de ce que l'État est disposé à soutenir. La répartition des aides officielles est la forme d'intervention étatique la moins contraignante et donc la moins décisive. Elle dépend des objectifs visés par le gouvernement. En devenant une des composantes du réseau de coopération qui donne naissance aux œuvres d'art, le gouvernement exerce le même type d'influence que les autres membres de ce réseau, mais il est le seul à avouer des objectifs politiques et à disposer de ressources aussi considérables. Clark. Les formes du soutien officiel. L'intervention de l'État emprunte des voies diverses. Par exemple, un gouvernement achète des œuvres d'art ou les fait acheter, notamment en réservant une part du budget de construction d'un édifice important à des projets artistiques. Il accorde un soutien financier direct ou indirect à des organismes de spectacle, tels que des orchestres symphoniques, des compagnies de danse ou des théâtres. Il attribue des bourses ou des compléments de ressources à des artistes. Une formule plus nouvelle consiste à financer des centres de recherche artistique, Menger, où des artistes reçoivent un salaire régulier de la même façon que les chercheurs scientifiques. Si la plupart des pays comptent l'aide aux arts parmi les priorités normales d'un gouvernement, le panorama européen brossé par De Peigne, certains ont une attitude ambivalente. Edward Banfield a lancé une manière de brûlot aux États-Unis en essayant de montrer que le soutien officiel n'était pas vraiment les arts et que le gouvernement ne devait pas se mêler de ces choses-là. C'est un point de vue typiquement américain qui se fonde sur une interprétation des termes même de la Constitution et sur une méconnaissance totale de ce qui se fait à l'étranger. Quand le gouvernement intervient dans les rouages des mondes de l'art, deux questions majeures se posent: centralisation ou décentralisation, et démocratisation ou démocratie culturelle. Ces deux débats inspirent et reflètent à la fois des politiques qui aboutissent souvent à des résultats inattendus. Un gouvernement qui a décidé d'encourager les arts doit encore décider comment il va faire. Comment il va le faire. Aucun mode d'intervention ne peut s'appliquer indifféremment à toutes les activités réputées artistiques, ni à toutes les personnes qualifiées d'artistes. Le choix du gouvernement en la matière augmente la capacité d'action et l'influence de ceux des groupes d'un monde de l'art auquel il accorde son soutien et désavantage tous les autres. Un choix fondamental pour la plupart des gouvernements consiste à opter pour le soutien d'un ou de quelques pôles culturels, la centralisation, ou pour une ventilation des aides entre des groupes et des régions moins prestigieux ou moins favorisées, la décentralisation. Dans les pays où la capitale, Londres, Paris ou une grande métropole, New York, concentre presque toute l'activité dans un art donné, une politique de centralisation accentue le déséquilibre et draine encore plus de créateurs vers cette ville. L'intervention de l'État va alors dans le sens d'une homogénéisation et génère une culture nationale relativement indifférente aux préoccupations ou aux particularismes régionaux, qui sera peut-être plus audacieuse et novatrice, mais se révélera à coup sûr beaucoup plus sensible aux tendances caractéristiques du monde national, voire international de l'art. Une politique de décentralisation, Friedberg et Urfalino, confie le pouvoir aux collectivités locales, ce qui peut avoir pour conséquence de freiner l'innovation. Les producteurs artistiques peuvent en effet se retrouver coupés des modes et des mouvements qui agitent le monde de l'art, et la plupart des artistes vivent cette situation comme une sorte de carcan. Les autorités locales, qui sont libres de décider à qui accorder les aides, peuvent se montrer plus frileuses dans leur choix, du moins aux yeux de l'opinion internationale, et plus sensibles à des tendances locales conservatrices. Selznick a observé un phénomène analogue pour un tout autre domaine dans son étude sur la Tennessee Valley Authority, une expérience de décentralisation menée en Amérique dans le cadre de la relance économique par les grands travaux après la crise de 1929. Les instances nationales, plus attentives aux autres organes du pouvoir et aux clientèles des mondes de l'art, trouvent plus commode d'ignorer les traditions et les ambitions locales, de sorte
qu'une politique de décentralisation qui reconnaît et soutient tout un éventail de tendances régionales est un facteur de diversité.